On a officiellement notre meilleure course de la saison 2025 de Formule 1. Quel poulet ce Grand Prix hier! Honnêtement, on a eu tous les ingrédients pour avoir la course parfaite, entre un scénario exceptionnel, une météo imprévisible, des stratégies, des batailles, des accrochages, bref, j'ai adoré ce Grand Prix de Silverstone. Il fait partie de ces Grands Prix où j'ai l'impression qu'à peu près tout le monde, je dis bien à peu près, est satisfait du résultat le dimanche soir. On est tous heureux d'avoir vécu ce Grand Prix et surtout quand on voit le résultat et qu'on voit les surprises qu'on a eues. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur ce Grand Prix de Silverstone 2025, donc installez-vous confortablement. Comme d'habitude, abonnez-vous. Je vous vois, vous n'êtes pas abonné, mettez un j'aime si cette vidéo vous plaît. Et sans plus tarder, on passe tout de suite au début du récap de ce Grand Prix d'Angleterre 2025. Juste avant de commencer le conseil de classe, cette vidéo est sponsorisée par Oli, mon partenaire depuis longtemps. Vous le savez, Oli est une marque de boissons énergisantes et pas que. Et je tiens à vous le rappeler parce que les chaleurs arrivent. Vous avez dans la description un lien qui vous mènera sur le site de Oli et vous avez un code promo pour tester les produits. Donc faites-vous votre propre avis. Avec le code HYDRO, vous avez 10% de réduction sur vos commandes, que ce soit des shakers, des boosters, que ce soit des produits à tester pour vous-même découvrir ces produits. Oli est une marque de boissons énergisantes mais qui fait aussi de l'ice tea, des boissons hydration et aussi des cocktails et des milkshakes. Vous avez vraiment de tout sur le site Oli en termes de goût. Vous avez des goûts fruités, vous avez des cocktails, vous avez de l'ice tea. Il y a vraiment pour tous les plaisirs. Je rappelle quand même que Oli est une boisson à consommer à partir de 16 ans. Si vous avez moins de 16 ans, c'est quand même déconseillé et surtout buvez ça avec modération. Ça ne remplace pas de l'eau, c'est une alternative saine au soda que vous pouvez trouver dans les magasins. Un shaker de Oli Energy par exemple suffit largement pour tenir toute la journée grâce à de la New Caf. Vous n'aurez pas ce coup de barre après un pic d'énergie comme vous pourriez l'avoir avec une canette ou une bouteille. Là au moins, vous êtes sûr de tenir toute la journée avec un seul shaker. Je vous le redis encore une fois, mais les beaux jours approchent. Vous allez avoir besoin de boire frais et de vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Merci encore à Oli qui nous soutient sur tellement de projets. On aura bientôt des choses à vous annoncer. 10% de réduction avec le code HYDRO et 5 € offerts pour votre première commande avec le code HYDRO5 si jamais vous n'avez jamais commandé Oli. Merci à eux de soutenir cette vidéo et je vous laisse tout de suite avec le conseil de classe. On commence ce conseil de classe avec Lance Stroll et Aston Martin un petit peu forcément. Les félicitations pour ce duo qui a été excellent pendant la course. Alors le résultat s'est un petit peu effondré à la fin, mais Lance Stroll, comme à son habitude sous la pluie, a été impartial. Il a exécuté les bonnes décisions, les bons dépassements au bon moment. On le sait, sous la pluie, Lance Stroll peut être extrêmement compétitif et c'est ce qui s'est passé pendant toute la course quasiment. Il a été 3e, il a fait la stratégie parfaite au niveau des softs au début de la course, puis à la fin malheureusement, bon, le rythme s'est un petit peu effondré dès que la pluie a disparu et que les conditions ont séché. Mine de rien, il termine quand même devant Fernando Alonso et garde l'avantage au championnat pilote. Donc je trouve quand même que pour Lance Stroll, ça reste un très bon week-end et une très belle performance. Deuxième élève du conseil de classe et je suis très déçu de cette performance. On va mettre 1 heure de colle à Mercedes qui a eu tout faux de A à Z ce week-end. George Russell avait déjà fait une très bonne qualification en se mettant 4e avec une voiture qui avait honnêtement pas un si bon rythme. Et alors là, en course, ça a été l'hécatombe. Les décisions ont été mauvaises. Mettre des pneus secs pour George Russell au départ était une énorme erreur. Mettre des pneus secs à Antonelli quand la piste n'était pas encore sèche était aussi une erreur. Antonelli se fait percuter par Isaac Hadjar, le pauvre, il y peut pas grand chose, mais à la fin de la course, remettre des pneus secs à George Russell alors que la piste était encore trempée, c'était pas de l'audace, c'était du suicide comme disait son ingénieur. Bon résultat, Russell termine 10e et ne marque qu'un seul point en partant de la 2e ligne de son Grand Prix à domicile. Donc personnellement, je suis extrêmement surpris de voir que Mercedes a aussi mal géré ce Grand Prix et ses conditions. Je m'attendais vraiment à mieux de la part de l'équipe allemande, surtout que là, vu les performances de Ferrari, il y avait quand même des gros points à reprendre pour le championnat constructeur. Et pour terminer ce conseil de classe, des félicitations, et qui d'autre que le circuit de Silverstone. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, Silverstone au final est le circuit parfait pour la Formule 1 moderne. Plus de 500 000 personnes étaient présentes ce week-end pour assister à un week-end tout simplement dingue, que ce soit en qualification ou en course, les écarts étaient extrêmement faibles. Alors oui, les conditions forcément aident au scénario parce que la pluie remélange et redistribue les cartes, mais franchement l'atmosphère était incroyable. Le circuit match trop bien avec les voitures qu'on a actuellement et permet d'avoir des vraies batailles, de la stratégie et du suspense. Donc encore une fois, Silverstone nous a régalé et j'ai hâte de voir ce que l'année prochaine nous réserve pour ce nouveau Grand Prix d'Angleterre.
Moi qui pensais que la plus grosse surprise de ce dimanche serait l'élimination de Emilien aux 12 coups de midi, eh bien non. Nico Hülkenberg, après 15 saisons en Formule 1, 239 grands prix, sans jamais monter sur le podium, a enfin réussi cet objectif. Le pire dans tout ça, c'est qu'il le fait avec une kick sauber en partant de la 19e position. C'est totalement mérité au vu des dernières courses du pilote allemand. Toutes les planètes se sont alignées pour Hülkenberg qui a déjà fait un excellent premier tour en gagnant 8 positions avec les conditions, les accrochages et les différentes batailles. Puis derrière, le plan a été parfaitement exécuté de la part de Sauber. Les stratégies, le choix des pneus, les pit stops, tout était parfaitement exécuté pour garder la position sur la piste et ne pas perdre de temps et ne surtout pas prendre de risques avec le mauvais pneu au mauvais moment. Alors il a été très chanceux sur le timing de la safety car qui l'a placé 4e juste derrière Lance Stroll qui pour la plupart de la course donc était 3e. Et à partir du moment où le DRS a été activé, Lance Stroll n'a pas pu résister à la Sauber de Nico Hülkenberg. Il a pris la 3e position. La grosse question pour cette fin de Grand Prix, c'était est-ce que Lewis Hamilton allait rattraper et priver Nico Hülkenberg d'un podium? Ça aurait été vraiment le running gag encore une fois dans les derniers tours, mais non, Sauber a pris la bonne décision, s'arrêter un tour après Lewis Hamilton. Résultat, un écart de 9 secondes à la sortie des voies des stands et à partir de là, Nico Hülkenberg était tranquille et a pu récolter son podium dans les derniers tours. Alors ça me fait un petit peu rire, mais du coup Nico Hülkenberg pour son premier podium après 15 saisons en Formule 1 se retrouve avec un trophée Lego. Voilà. C'est le running gag, le pauvre il a même pas eu le droit à un vrai trophée. Ils étaient magnifiques hein. D'ailleurs les trophées Lego. Il en a rigolé en interview en expliquant qu'il pourrait le donner à sa fille et que sa fille pourrait jouer avec. Mais moi personnellement je suis trop content pour Nico Hülkenberg. J'estime qu'il mérite ce podium depuis extrêmement longtemps. Je pense personnellement que c'est l'un des meilleurs pilotes de la grille actuellement, qui a toujours été dans des écuries de fond de peloton et que dans une équipe du midfield, voire une top team, Nico Hülkenberg pourrait être excellent. Grâce à ce résultat et les 15 points de Nico Hülkenberg, Sauber passe de la 9e à la 6e position en dépassant quasiment tout le midfield. Rappel, l'année dernière, ils avaient seulement marqué 4 points en 24 Grands Prix, donc là, l'évolution est folle. Le recrutement de Jonathan Whitley et de Mattia Binotto et de plein d'autres personnes essentielles justement dans ce développement est en train de fonctionner et ça, c'est un sujet de vidéo que je vais vous préparer pour la semaine prochaine, donc abonnez-vous bien, activez la cloche pour ne pas le rater. En tout cas, j'ai un peu le seum que Ferrari ne soit pas monté sur le podium, mais si c'est pour voir le premier podium de Nico Hülkenberg, alors là, tout est pardonné. Ce week-end n'a pas été facile pour tout le monde malheureusement et surtout pour nos rookies qui ont connu un dimanche extrêmement compliqué. On va en parler parce que mine de rien, des conditions comme celles qu'on a eues hier, c'est pas fréquent et les rookies n'ont pas le temps de s'entraîner justement avec ce genre de conditions. On va commencer par Franco Colapinto. Déjà, on remonte à samedi avec sa sortie de piste en qualification. Il détruit sa voiture et abandonne en Q1, part donc dernier, puis de la voie des stands après quelques changements sur le bloc moteur. Résultat, Franco Colapinto n'a même pas pu faire un tour dans ce Grand Prix de Silverstone. Tout simplement, problème, bloqué en deuxième vitesse. Donc là, le week-end a tourné au cauchemar pour le pilote argentin. Je vous rappelle que ce Grand Prix, ce week-end, était le dernier Grand Prix sous contrat de Colapinto. Donc à partir de maintenant, Colapinto peut potentiellement se faire dégager à n'importe quel moment de chez Alpine. Le deuxième abandon de ce Grand Prix, il est un petit peu plus loin. Au premier tour, au 4e virage, Liam Lawson se fait accrocher par Esteban Ocon et détruit sa suspension arrière gauche. Alors là aussi, honnêtement, c'est pas forcément de sa faute, c'est ni de la faute d'Ocon, je trouve. Yuki Tsunoda tente un plongeon un peu suicidaire à la corde et du coup envoie Esteban Ocon sur la Visa Cash Racing Bulls. Liam Lawson ne peut absolument rien faire pour éviter la Haas. Esteban Ocon ne peut pas disparaître. C'est dommage parce que le week-end dernier, il avait été excellent en Autriche. Ce week-end a été un petit peu plus compliqué avec une élimination en Q1 déjà, donc il se retrouvait dans le trafic au départ, ce qui était clairement pas l'idéal. Mais je pense que Liam Lawson pourra rebondir et que cet incident n'aura pas de gros impact sur sa saison. Et à partir de là commencent les vraies erreurs de pilotage ou le manque d'expérience des rookies en Formule 1. On va commencer avec Bortoleto, pneu sec, piste humide, un petit peu hors trajectoire, tête à queue et abandon du coup pour le pilote Sauber. Quand son coéquipier fait podium, c'est extrêmement dommage. En vrai, c'est une erreur de débutant et c'est une erreur qui aurait pu arriver à n'importe qui et on a vu beaucoup d'erreurs ce week-end, surtout sous la pluie. Ça fait quand même son 3e DNF depuis le début de la saison et là aussi, il avait fait un excellent week-end en Autriche. C'est dommage de ne pas avoir capitalisé
focaliser dessus. L'hécatombe continue avec un pilote français, cette fois, Isack Hadjar, piégé par le manque de visibilité dans ce Grand Prix. Après la relance au 17e tour, Isack Hadjar était en plein dans le trafic et autant vous dire qu'on ne voyait absolument rien. Isack Hadjar ne voit pas Andrea Kimi Antonelli juste devant lui et le satellise. D'ailleurs, je ne sais pas comment Antonelli a fait pour rester sur la piste. Isack Hadjar percute la Mercedes et va terminer sa course dans le mur de pneus le long du rail. Plus de peur que de mal parce que l'impact est mine de rien un petit peu violent et avec le manque de visibilité, ça peut faire très peur. C'est dommage là aussi parce que c'est le deuxième abandon d'Isaac, c'est le deuxième sous la pluie. Le premier, il était en Australie lors du tour de formation. Encore une fois, c'est pas un manque de performance, c'est pas un manque de rapidité, c'est plus un manque d'expérience pour moi. C'est le fait qu'il n'ait pas l'habitude de rouler sous la pluie avec aussi peu de visibilité et ça peut être extrêmement difficile pour ces jeunes pilotes. Et puis au final, la deuxième victime de cet accrochage avec Hadjar, c'est Antonelli. Antonelli, lui, s'est fait arracher le fond plat et surtout le diffuseur. Je ne sais pas comment d'ailleurs Antonelli a pu continuer à rouler avec le diffuseur arraché. Dans tous les cas, la course d'Antonelli n'était pas exceptionnelle. Comme je vous l'ai dit avec Mercedes, il était déjà très loin, en difficulté, sur une mauvaise stratégie. Et au bout de quelques tours, Antonelli ne pouvait plus continuer avec l'état de sa monoplace. Donc abandon pour le jeune pilote italien de 18 ans. Il en reste qu'un seul, c'est Olli Biermann. Au moins lui, il a fini le Grand Prix, mais faut voir dans les conditions, faut voir dans quel état. Biermann a connu un week-end cadavérique, vraiment genre catastrophique. Pénalisé de 10 places déjà en free practice pour avoir roulé trop vite sous drapeau rouge, il effectue une Q3 incroyable, se place 8e. Déjà, dans le tour de formation, Biermann décide de mettre des pneus secs alors que le secteur 3 est inondé, donc première grosse erreur. Par la suite, il se fait accrocher par Yuki Tsunoda, qui l'envoie dans l'herbe et qui l'envoie en tête à queue, puis revient, réussit à reprendre du rythme et va s'accrocher avec Esteban Ocon, son coéquipier. Le pire scénario pour un pilote de Formule 1. Résultat des dégâts sur les deux voitures, Esteban Ocon termine 13e, Olli Biermann termine 11e juste derrière George Russell. Donc un week-end à oublier honnêtement pour notre pilote britannique. Je trouve ça intéressant de voir qu'on avait eu le même pattern en Australie. Sous la pluie, les rookies sont vraiment en difficulté. Sur le sec, ils sont prêts, aucun doute, et je pense que le simulateur aide énormément, mais dans des conditions pluvieuses ou dans des conditions changeantes, on voit énormément de boulettes de la part de ces jeunes pilotes. Bon, la Formule 1 sera de retour dans 3 semaines à Spa, même si on sait qu'il peut pleuvoir en Belgique, j'ai peu de doute que les rookies feront bien mieux et qu'on aura de très belles performances de ces jeunes pilotes et que Silverstone au final n'est qu'un sale épisode à oublier. J'y croyais tellement ce week-end, les gars. J'étais persuadé que c'était la bonne. Après 11 années sur le podium consécutif pour Lewis Hamilton, depuis 2014, cette série prend fin et je suis abattu. Au vu des séances d'essai et de la data qui avait été montrée par Ferrari, j'étais persuadé de voir au moins une monoplace rouge sur le podium. Résultat, la course a un peu tourné au drame. Déjà, la première déception du week-end, elle est en qualification. Leclerc et Lewis Hamilton se ratent dans le dernier virage. Sans cette petite erreur, on aurait pu avoir les deux Ferrari dans le top 3, top 4 au pire du pire. Résultat, on se retrouve 5e et 6e sur la grille, donc derrière les deux McLaren, derrière Verstappen et George Russell. Autant vous dire qu'il y a déjà beaucoup de travail pour aller chercher un podium. Et avec une course sous la pluie le dimanche, tu te dis bon, tout est à refaire, c'est encore possible. Et d'un autre côté, tu sais que Ferrari n'est pas bon dans les conditions changeantes. Tu sais que s'il pleut, Ferrari, c'est la panique totale. Et ça s'est très rapidement confirmé. Tour de formation, Charles Leclerc demande à rentrer au stand pour mettre des pneus secs parce que le secteur 1 est sec, le secteur 2 est sec. Et donc, on fait rentrer le pilote monégasque. Surprise, le secteur 3 est inondé. Voilà. Le secteur 3, on a des flaques de partout. C'était la pire décision à prendre. Résultat, dans les premiers tours, les pilotes en pneus secs prennent entre 3 et 5 secondes par secteur. Ils étaient au ralenti et en l'espace de quelques tours se retrouvent déjà à 30 ou 40 secondes des leaders. Pour moi déjà, cette demande elle aurait dû être refusée de la part de Ferrari, qui voyait très bien les conditions, qui voyait bien que c'était trempé dans le secteur 3 et on aurait dû donner plus d'informations à Leclerc. Mais c'est que le début du cauchemar. Leclerc se retrouve donc dans le trafic et malgré les safety cars, malgré les VSC, Leclerc n'a jamais été au bon moment, au bon endroit. Il a passé la plupart de sa course à la 12e position à se battre avec Albon et Sainz, les deux pilotes Williams. Il a réussi éventuellement à passer sur ces deux voitures avec des dépassements pour moi assez optimistes, pour être honnête. Et puis même le rythme de course de façon globale de Charles n'était vraiment pas bon. Ce week-end, on l'a senti vraiment en difficulté et frustré par son réglage et par ses performances. À noter quand même les petites erreurs de pilotage aussi, comme les têtes à queue, les sorties de piste dans le gravier ou dans l'herbe, et encore l'accrochage avec Carlos Sainz où il lui arrache une partie de son aileron avant. Bref, je pense que Leclerc ne va pas être satisfait de ce Grand Prix de Silverstone en rentrant à la maison. De l'autre côté du garage, on aurait pu se dire
bon, à domicile, le miracle va peut-être se produire. Lewis Hamilton effectue un bon départ, se place rapidement dans le top 5, même s'il se fait très vite distancer par les deux McLaren et Max Verstappen. Le premier problème de ce Grand Prix pour Hamilton, il arrive au niveau du premier pit stop. En rentrant en stand, Lewis Hamilton perd 4 positions grâce au pit stop. Donc déjà, extrêmement frustrant et surtout, ça demande encore plus de travail pour remonter et aller chercher les leaders. Lewis Hamilton se retrouve du coup dans le trafic autour de la 8e ou 7e position et à partir de ce moment-là, c'est devenu très compliqué pour Lewis Hamilton. La pluie s'est intensifiée, les pneus intermédiaires n'étaient plus suffisants et surtout la visibilité était nulle. On a vu Lewis Hamilton se faire des frayeurs à des moments, sortir de la piste ou éviter des voitures. Bref, ce deuxième stint pour Lewis Hamilton était très difficile, mais avec le restart de la safety car, j'y ai cru. Franchement, j'avais de l'espoir. Lewis Hamilton commence à enchaîner les dépassements, à revenir sur Pierre Gasly. Alors il a perdu un petit peu de temps, mais éventuellement a réussi à le passer. Puis revient sur Lance Stroll, le dépasse, et puis revient à une seconde de Nico Hülkenberg. Je m'étais dit, bon bah, la prophétie, Lewis Hamilton monte sur le podium, Hülkenberg rate son podium, tout va bien. Et là, je suis extrêmement frustré de ce qui s'est passé. Ferrari décide de faire rentrer Lewis Hamilton pour chausser des pneus soft. Au même moment, on avait sur la piste Fernando Alonso et George Russell en difficulté. Mais quand je vous dis difficulté, en panique avec des pneus secs, ce n'était pas la bonne décision. C'était 1 ou 2 tours trop tôt pour faire rentrer Lewis Hamilton. Résultat, Hamilton perd quasiment 6 à 7 secondes derrière Nico Hülkenberg et se retrouve à 9 secondes du pilote allemand. À partir de ce moment-là, les pneus soft ont surchauffé dès que la piste a séché et Lewis Hamilton n'a jamais pu remonter sur Nico Hülkenberg. Voilà, c'est extrêmement frustrant. Pour moi, je vous le dis, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire de la part de Ferrari. La voiture n'était vraiment pas mauvaise ce week-end. Je pense que c'était la deuxième voiture la plus rapide derrière McLaren et là, il y a eu beaucoup de points perdus. Les pilotes n'ont pas fait la course parfaite, il faut être honnête. Hamilton et Leclerc ont commis des erreurs. Le pit wall aussi, voilà, c'est un travail d'équipe et je pense que de façon globale, Ferrari a mal travaillé ce week-end. Au classement constructeur, Ferrari reste quand même deuxième suite à la performance de Mercedes, loin devant Red Bull qui est clairement en train de s'effondrer dans cette saison 2025. Le titre constructeur, il est pour McLaren. Félicitations, je veux plus en entendre parler honnêtement. Je vois pas pourquoi il y aurait un changement dans cette deuxième partie de saison. J'espère qu'à Spa, avec la nouvelle suspension, ça se passera mieux parce que là, pour le coup, il va falloir marquer des points et très vite pour les Ferrari. Si je dis ce que je pense, je vais être suspendu pour le reste de l'année. C'est la radio d'Oscar Piastri en passant sur la ligne après le drapeau à damier et avoir perdu cette victoire à Silverstone. Parce que oui, ce week-end, il faut parler d'une perte, d'un échec de la part d'Oscar Piastri. Dans le camp McLaren, hier soir, on avait clairement deux ambiances. La première, Lando Norris, extrêmement heureux de remporter sa première course à Silverstone à domicile, et Oscar Piastri, extrêmement frustré d'avoir été pénalisé et d'avoir perdu ce Grand Prix de Silverstone. Alors, il faut être honnête sur une chose durant ce Grand Prix, c'est que Oscar Piastri a dominé de bout en bout Lando Norris durant ce week-end, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. En qualification, Piastri se met deuxième devant son coéquipier. En course, Piastri effectue un bon départ et prend rapidement la tête de la course. Et à partir de ce moment-là, Piastri était en full gestion. Une course parfaitement exécutée de A à Z. Norris a perdu un petit peu de temps derrière Verstappen, qui lui perdait beaucoup de temps à cause de ses pneus. Mais avant de l'arrivée de la deuxième safety car, Oscar Piastri avait quand même 13 secondes d'avance sur son coéquipier. Donc honnêtement, la perfo, elle était là. Et justement, c'est au 21e tour que la course de Piastri va basculer. La safety car est de sortie, quelques tours histoire que les conditions s'améliorent et que la visibilité surtout s'améliore. On parlait pas des pneus, mais on parlait de visibilité ce week-end en termes de sécurité. La safety car annonce qu'elle rentre au stand en sortant de Chapelle et Oscar Piastri décide de mettre un bon gros coup de gaz et de faire une petite pointe d'accélération dans la ligne droite. Max Verstappen voit ça et décide lui aussi du coup de partir et de suivre Oscar Piastri en pensant que le pilote australien vient d'effectuer ce qu'on appelle la relance, que la course est donc relancée. Quelques centaines de mètres plus tard, Oscar Piastri décide de freiner, et quand je vous dis freiner, c'est freiner, passe de plus de 200 km/h à 59 km/h, et là c'est le drame, Max Verstappen est obligé d'éviter Oscar Piastri pour ne pas le percuter. Tout le peloton derrière lui doit de nouveau s'arrêter, c'est une sorte de fausse relance, on peut considérer ça aussi comme un break check, et c'est totalement interdit dans le règlement. Lorsque vous relancez la course après une safety car,
Car vous n'êtes pas en droit de vous arrêter une nouvelle fois. Une fois que la relance est donnée, le drapeau vert est brandi dans les derniers virages et vous devez repartir. Les commissaires ont jugé que la relance de Piastri ne respectait pas ce règlement, que le frein qu'avait appliqué Piastri était trop important et qu'il y avait eu tout simplement une mauvaise gestion du restart après la safety car. Résultat, 10 secondes de pénalité. Piastri a réussi quand même à mettre 35 secondes d'avance au troisième afin de rentrer au stand et d'effectuer cette pénalité. Lando Norris est donc passé en tête de la course pour les 10 derniers tours avec 5 secondes d'avance. J'ai adoré d'ailleurs le moment où Piastri a demandé à McLaren à ce que Norris lui rende la position par fair play. Ça, franchement, le culot, j'ai adoré. Il n'y a aucun monde où Norris allait rendre la position. Déjà, la tête du Grand Prix à domicile, c'est mort, mais surtout que Norris n'a rien fait. Il n'y avait aucune raison pour que Norris rende la place à Piastri. Je crois que j'ai jamais vu Piastri dans un tel état à l'arrivée d'un Grand Prix. Honnêtement, il était énervé. Il se retenait, je pense, de dire des choses qui lui tenaient à cœur. On l'a vraiment vu extrêmement frustré. L'interview a été très courte. Dans les médias, il a expliqué qu'il ne pouvait pas s'exprimer sinon il serait banni ou alors il serait sanctionné par la FIA et que pour lui, cette décision et cette pénalité étaient injustes et n'avaient pas lieu d'être. Si vous voulez mon avis, pour moi, Oscar Piastri a été un petit peu de mauvaise foi après ce Grand Prix. Avec la frustration et les émotions, c'est normal. Mais non, la safety car n'a pas éteint ses feux au moment où Oscar Piastri a allumé les freins. La safety car a éteint ses feux quand Piastri était au ralenti et Oscar a accéléré alors que les feux étaient déjà éteints. La situation était dangereuse, je trouve. On avait peu de visibilité, sous la pluie, avec 15 ou 16 pilotes derrière lui. Donc pour moi, 10 secondes, c'est dur, mais c'est le règlement et je trouve pas que cette pénalité soit totalement déméritée. Au niveau du classement pilote, avec cette victoire, Lando Norris revient à 8 points. Donc la bataille au championnat est un petit peu relancée et ça, c'est très cool. Max Verstappen, lui, par contre, est à plus de 70 points. Donc là, je pense qu'on peut officiellement le dire. Max Verstappen ne remportera pas le titre cette année. On sait jamais, mais ça me paraît quand même très compliqué. Derrière, le classement n'a pas tant évolué. Nico Hülkenberg a récupéré la 9e position et forcément, le bon résultat de Gasly, le bon résultat de Stroll ont permis aussi de renforcer la position en marquant beaucoup plus de points. La question du jour de ce récap de Silverstone 2025 est la suivante. Je vous l'ai dit, Colapinto n'a donc plus de contrat officiellement, plus de course obligatoire. Est-ce que vous pensez que Colapinto va être remplacé dans les prochains Grands Prix? Et si oui, par qui? Parce qu'on parle de Bottas, on parle de Perez, mais ces pilotes, eux, visent l'avenir, visent Cadillac, qui pourrait remplacer Colapinto pour la deuxième partie de saison si jamais on venait à le changer. Je vous laisse me donner votre avis et m'expliquer vos avis dans les commentaires. Ce sera avec plaisir de voir un petit peu les pilotes que vous avez en tête et comment vous voyez la deuxième partie de saison du pilote argentin. Si vous voulez mon avis, moi je pense qu'il y a un pilote allemand en endurance déjà sous contrat chez Alpine qui aurait une grande chance de finir la saison 2025 en Formule 1. Je dis ça, je dis rien. Bon, le hydroprono, j'avais presque vu juste. Dans l'idée, c'était pas trop mal. J'avais pronostiqué une pole position de Lando Norris avec une victoire Norris. J'ai au moins eu la victoire. J'ai pas eu la pole malheureusement. Deuxième, Russell, ça s'est très mal passé pour lui du coup. Troisième, Piastri. J'avais senti le week-end un peu en difficulté de Piastri. Finalement, c'est pas du tout le cas. À ma grande surprise, ne me demandez pas comment. On est allé vérifier si le message n'avait pas été modifié, s'il n'avait pas été triché ou quoi que ce soit. Quelqu'un a presque trouvé le combo parfait. On a Corgo, il y a 5 jours, qui a pronostiqué pole de Piastri et victoire de Piastri, c'est raté. Deuxième place Norris, c'est raté, c'est inversé quoi. Podium d'Hülkenberg, d'où sors-tu? Comment savais-tu qu'Hülkenberg allait faire son premier podium à Silverstone? Non, ça c'est exceptionnel. Bon, je vais essayer de faire aussi bien pour la Belgique, je pense que ça va être compliqué. En pole position pour la Belgique, j'ai envie de mettre un Oscar Piastri. Il a toujours été très bon à Spa-Francorchamps. Donc pole position et victoire d'Oscar Piastri. On parle bien de la course longue et pas de la course sprint parce que oui, il y aura une sprint. En deuxième position, je vais mettre Lando Norris juste devant George Russell. Je sais pas pourquoi, mais je pense que Mercedes devrait être pas trop mal à Spa-Francorchamps. On rappelle qu'ils avaient quand même fait doubler presque l'année dernière avant la disqualification. Comme d'habitude, faites-moi vos pronos dans les commentaires. N'hésitez pas avec le hashtag HydroProno et on fera le point dans un petit bout de temps parce que la prochaine course est dans 2 semaines. Donc on fera le point au prochain récap pour voir si quelqu'un a trouvé le combo parfait. Bon, j'ai essayé de vous faire court. C'était pas si court malheureusement, mais il y avait beaucoup de choses dans ce Grand Prix de Silverstone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, les commentaires, c'est fait pour. Très content de voir autant de commentaires et de voir vos avis à chaque fois après chaque Grand Prix. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne rater aucune des prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt justement pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao.